Musique légère et amusante. Bonjour les parents de chat. Regardez-moi cette scène. Félix, le roi du monde, étalé de tout son long sur le meilleur coussin, celui avec le soleil qui tape pile dessus. Et à côté, Patapouf, qui n'ose même pas approcher, l'air de dire « Oui, mon maître, pardon d'exister ». On dirait une scène de Game of Thrones version litière, pas vrai? On se dit tout de suite « Félix, c'est le dominant, le chef, et Patapouf, le pauvre, c'est le dominé ». Mais si je vous disais que tout ce que vous pensez savoir sur la hiérarchie des chats est complètement faux, et que cette erreur de jugement peut même rendre vos chats malheureux, dans cette vidéo, on va pulvériser le mythe du chat dominant. Accrochez-vous, la vérité va vous surprendre. Et avant de commencer, dites-moi en commentaire comment s'appellent vos boules de poils et qui est le soi-disant chef chez vous. Alors, pour tout piger, il faut rembobiner un peu. Le chat, cet adorable mini-panthère de salon, n'est pas un loup. Je sais, ça semble évident, mais c'est crucial. L'idée de mâle alpha, de meute et de hiérarchie super stricte, ça nous vient des études sur les loups. Or, un loup, ça chasse en groupe, sa vie en famille très organisée avec un chef clair. Votre chat, lui, est un fier descendant de chasseurs solitaires. Son ancêtre, le chat sauvage d'Afrique, était plutôt du genre « chacun pour sa pomme » et les souris seront bien gardées. Il n'avait pas besoin d'un chef pour lui dire où trouver le dîner. Cette nature profondément indépendante a tout changé dans sa façon de voir le monde et ses colocataires à moustache. Donc, vouloir appliquer un modèle de meute à nos chats, c'est comme essayer de faire rentrer un Maine Coon dans une boîte à chaussures. Ça ne marche pas, c'est stressant et ça rend tout le monde grognon. Alors, commençons par le début, le grand malentendu. Pourquoi est-ce qu'on s'est mis à parler de dominance chez les chats? Eh bien, c'est un réflexe très humain. On adore mettre des étiquettes et comprendre les dynamiques de pouvoir. Quand on voit un chat qui prend la meilleure place, qui mange en premier ou qui chasse l'autre, notre cerveau cherche une explication simple. Il y a un chef et un suiveur. C'est facile, c'est carré, ça nous rassure. Les vétérinaires et les comportementalistes ont pendant longtemps utilisé ce vocabulaire, par simplicité et parce qu'on manquait de recherches spécifiques sur le comportement social complexe des chats domestiques. On a simplement plaqué un modèle canin, lui-même inspiré du loup, sur nos félins. On a vu des comportements d'agression ou d'évitement et on a conclu dominance/soumission. Mais la science a beaucoup évolué et on sait aujourd'hui que c'est une vision totalement dépassée et même dangereuse pour le bien-être de nos animaux. C'est un raccourci intellectuel qui nous empêche de voir la vraie nature des interactions félines qui sont bien plus subtiles et nuancées. L'origine exacte de ce mythe, comme on l'a effleuré, vient des études sur les loups en captivité dans les années 40. Les chercheurs ont observé des meutes forcées de cohabiter dans des enclos et ont vu des combats, des hiérarchies très fortes avec un couple alpha qui dominait les autres. Le problème, cette observation était biaisée. Dans la nature, une meute de loups est une famille, les parents et leurs petits de différentes générations. Il n'y a pas de lutte pour le pouvoir, il y a juste des parents qui guident leurs enfants. Le concept d'alpha a même été réfuté par les scientifiques qui l'avaient initialement popularisé. Mais le mal était fait. L'idée d'un chef de meute a envahi la culture populaire, surtout dans le monde du dressage canin. Et par extension, sans trop réfléchir, on l'a appliqué à tous les animaux de compagnie, y compris nos pauvres chats qui n'avaient rien demandé. C'est comme si on jugeait le comportement humain en observant que des gens coincés dans un ascenseur pendant 24 heures. Ce n'est pas représentatif de la réalité et ça mène à des conclusions totalement erronées. Insistons sur ce point crucial. Votre chat n'est pas un loup de salon. C'est la clé de tout. La structure sociale d'une espèce est directement liée à sa stratégie de survie, notamment pour la chasse et la reproduction. Les loups chassent de grosses proies, des cerfs, des élans, ce qui nécessite une coopération. Un loup seul a peu de chances de réussir. Le groupe est donc essentiel à sa survie, d'où une organisation sociale forte pour maintenir la cohésion. Le chat, lui, chasse de petites proies, souris, oiseaux, insectes, des proies qu'il peut parfaitement attraper tout seul. Il n'a jamais eu besoin de coopérer pour se nourrir. Son instinct de base est celui de l'autonomie.
Bien sûr, le chat domestique a évolué et est devenu plus sociable que son ancêtre sauvage, mais cette nature fondamentale de chasseur solitaire reste gravée en lui. Il n'a pas dans son logiciel interne la notion de chef ou de subordonné pour organiser le groupe. Penser qu'il cherche à devenir l'alpha de la maison, c'est lui prêter des intentions qu'il n'a tout simplement pas. Il pense en termes de sécurité, de confort et de ressources, pas de pouvoir. Alors, si ce n'est pas une hiérarchie de dominance, c'est quoi? La véritable structure sociale des chats est ce que les experts appellent une structure fluide et contextuelle. C'est bien plus complexe et fascinant. Imaginez non pas une pyramide rigide, mais plutôt un réseau de relations bilatérales. Félix et Patapouf ont une relation qui leur est propre. Félix et Moustache en ont une autre. Il n'y a pas de chef universel. Dans un groupe de chats qui s'entendent bien, on observe plutôt un système de priorité d'accès. Et cette priorité peut changer en fonction du contexte, du lieu, de l'heure et même de l'humeur. Par exemple, Félix peut avoir la priorité sur le fauteuil près du radiateur, mais Patapouf peut être celui qui a toujours accès en premier à la nouvelle boîte en carton. C'est une sorte de time-sharing des bons plans. Cette organisation est basée sur des associations, des apprentissages et des négociations constantes et très subtiles, souvent invisibles pour nos yeux d'humains. C'est une danse sociale où chacun essaie d'éviter le conflit tout en obtenant ce qu'il veut. Parlons de ce fameux enjeu, l'accès prioritaire aux ressources. C'est le concept clé pour tout comprendre. Pour un chat, une ressource, c'est tout ce qui est important pour sa survie et son bien-être. Ça inclut bien sûr la nourriture et l'eau, mais aussi bien plus. La litière, les lieux de repos en hauteur, les cachettes, les zones ensoleillées, les griffoirs, les jouets et même votre attention. Voilà la vraie monnaie d'échange dans le monde des chats. Le chat qui empêche l'autre d'accéder à la gamelle ne cherche pas à le dominer, il cherche à sécuriser sa ressource. Il n'a pas de plan diabolique pour asseoir son pouvoir. Il a juste une peur, souvent liée à une expérience passée de manque, qui lui dicte de protéger ce qui est vital pour lui. Les conflits entre chats éclatent quasi systématiquement autour de la compétition pour une ressource perçue comme limitée. Comprendre cela change tout. Le problème n'est pas un chat méchant, mais un environnement qui ne fournit pas assez de ressources pour que chaque chat se sente en sécurité et apaisé. Le pouvoir n'a rien à voir là-dedans, c'est une question de sécurité émotionnelle. Maintenant, penchons-nous sur le cas du chat tyran, celui qu'on qualifie vite de dominant. C'est le chat qui grogne, qui chasse l'autre, qui bloque le passage. On le voit comme un agresseur, un bully. Mais dans l'écrasante majorité des cas, ce comportement cache en réalité une profonde anxiété et un grand sentiment d'insécurité. Un chat bien dans ses pattes, confiant et serein, n'a aucune raison d'agresser les autres. L'agression est presque toujours une stratégie de gestion de la peur. Ce chat tyran est peut-être stressé par un changement dans son environnement, par l'arrivée d'un nouveau congénère, où il se sent menacé dans l'accès à ses ressources vitales. En adoptant un comportement offensif, il essaie de contrôler son environnement pour se rassurer. Il repousse l'autre chat pour créer une distance de sécurité, pour se sentir maître de la situation. Le punir ne ferait qu'augmenter son stress et donc son comportement agressif. Au lieu de le voir comme un méchant, il faut le voir comme un chat qui lance un appel à l'aide. Il ne dit pas « je suis le chef », il crie « j'ai peur, aidez-moi à me sentir en sécurité ». Et de l'autre côté du spectre, nous avons le chat victime, le soumis, celui qui s'enfuit, qui se cache, qui baisse la tête et évite tout contact. On a pitié de lui, on le voit comme le souffre-douleur. Mais là encore, notre interprétation est souvent fausse. Ce chat n'est pas forcément soumis au sens hiérarchique du terme. Il est avant tout un expert en résolution de conflits, ou plutôt en évitement de conflits. Les chats sont des créatures qui, dans la nature, ne peuvent pas se permettre d'être blessés. Une blessure, même petite, peut les empêcher de chasser et signer leur arrêt de mort. Leur instinct leur dicte donc d'éviter la confrontation physique à tout prix. Ce chat, victime, est souvent simplement plus pacifique, moins conflictuel, ou peut-être juste moins motivé par la ressource en jeu que l'autre chat. En s'éloignant, il ne dit pas « tu es mon maître ».
Il dit « Ce n'est pas assez important pour moi pour que je risque une bagarre. C'est une stratégie de survie intelligente et parfaitement adaptée. Il préserve son intégrité physique et son énergie pour des choses plus importantes. C'est un diplomate, pas un serf. » Il est donc temps de le dire haut et fort et de l'écrire en lettres de feu. Le chat alpha n'existe pas. C'est une pure invention humaine, une fantaisie qui nous arrange mais qui n'a aucune base scientifique dans le monde félin. Votre chat ne cherche pas à être le chef de la maison. Il ne complote pas pour vous dominer, vous, ni le chien, ni les autres chats. Cette vision anthropomorphique est non seulement fausse, mais elle est surtout terriblement néfaste. Pourquoi ? Parce qu'elle nous conduit à prendre de très mauvaises décisions. Si vous pensez que votre chat essaie d'être l'alpha, vous allez peut-être essayer de le remettre à sa place par des méthodes de dressage coercitives, comme le tenir par la peau du cou ou le plaquer au sol. Ces gestes, inspirés d'une mauvaise interprétation du comportement canin, sont terrifiants pour un chat. Ils ne font que briser la confiance qu'il a en vous et générer une anxiété immense qui va aggraver les problèmes de comportement. Oubliez le concept d'alpha. Pensez plutôt en termes d'individus, de besoins, de sécurité et d'environnement. C'est la seule approche respectueuse et efficace. Prenons un cas pratique pour bien illustrer tout ça. La fameuse bataille pour le meilleur spot de sieste. C'est un classique. Vous avez acheté un magnifique panier à 50 €, tout doux, tout moelleux. Mais non, vos deux chats se disputent le même vieux carton Amazon tout moche. Et c'est toujours Félix qui gagne la place. Automatiquement, vous vous dites « Voilà la preuve, il est dominant, il impose sa loi. » Mais mettons-nous une seconde dans la tête d'un chat. Ce carton, il est peut-être placé juste à côté du radiateur, source de chaleur vitale. Ou alors, il offre une vue imprenable sur la porte d'entrée heutée sur la cuisine, le combo parfait pour surveiller le territoire et les éventuels arrivages de nourriture. Le chat qui s'y installe n'est pas en train de proclamer « Je suis le chef ». Il exprime un besoin instinctif. Cet endroit est stratégiquement parfait pour ma sécurité et mon confort. L'autre chat, en ne venant pas le déloger, ne se soumet pas. Il évalue la situation et pense peut-être « pas envie de me battre pour ça, le dessus de l'armoire est libre et en hauteur, c'est pas mal non plus. » C'est une négociation constante basée sur la motivation du moment. C'est du pragmatisme, pas de la politique. Deuxième cas pratique, la course à la gamelle. C'est souvent une source de tension. Vous posez les deux gamelles et c'est toujours le même chat qui se précipite, qui finit la sienne en 2 secondes et qui va lorgner sur celle du voisin, quitte à lui donner un petit coup de patte. Là encore, le réflexe est de dire « le dominant mange en premier ». Mais la réalité est souvent bien plus simple. Peut-être que ce chat est tout simplement plus gourmand ou plus anxieux par rapport à la nourriture. Il a peut-être connu le manque avant d'arriver chez vous et a gardé un réflexe de « il faut manger vite avant que ça disparaisse ». Il n'est pas en train de dire à l'autre « je suis le roi, tu mangeras mes restes ». Il est juste en train de suivre son instinct et de calmer son anxiété. L'autre chat, s'il est de nature plus calme et moins obsédé par la nourriture, préférera attendre que le glouton ait fini plutôt que de risquer un conflit pendant un moment aussi important que le repas. La solution n'est pas de punir le premier, mais de les nourrir dans des pièces séparées ou à des endroits éloignés pour que chacun puisse manger à son rythme et sans stress. Troisième et dernier cas pratique, plus subtil mais très important, le contrôle de la litière. Parfois, on observe un chat qui attend à la sortie des toilettes et qui embusque l'autre quand il sort, ou un chat qui va uriner juste à côté du bac, comme pour marquer son territoire. On peut vite interpréter ça comme un acte de pure domination, une manière de dire « cet endroit est à moi ». En réalité, c'est presque toujours le signe d'un grand stress lié au territoire. Le bac à litière est un endroit stratégique et très vulnérable pour un chat. Quand il fait ses besoins, il est dans une position où il ne peut pas fuir rapidement. Si un autre chat l'attend à la sortie, c'est extrêmement anxiogène. Le chat bloqueur n'est pas un tyran, c'est un chat qui se sent tellement insécurisé sur son propre territoire qu'il en vient à vouloir contrôler les points de passage clés. L'autre chat, par peur d'être attaqué, peut se retenir ou faire ses besoins ailleurs. La règle d'or des comportementalistes est simple.
Le nombre de bacs à litière doit être égal au nombre de chats, plus 1, et ils doivent être dans des endroits différents pour éviter ce genre de blocage. Il ne faut jamais sous-estimer l'influence de la personnalité de chaque chat. Tout comme les humains, les chats ne naissent pas tous avec le même caractère. Certains sont naturellement plus extravertis, plus curieux, plus rentre-dedans. Ils vont explorer plus facilement, aller au contact sans hésiter. D'autres sont plus introvertis, plus timides, plus observateurs. Ils ont besoin de temps pour analyser une situation avant d'agir. Quand on met ces deux types de personnalités ensemble, il est évident que le chat extraverti va souvent prendre l'initiative. Il ira voir le nouveau jouet en premier, il choisira le spot sur le canapé sans se poser de questions. Le chat introverti, lui, attendra de voir si la situation est sûre. On va alors interpréter ça comme de la dominance et de la soumission. Mais ce n'est qu'une différence de tempérament, ce n'est pas plus compliqué que ça. L'un est un fonceur, l'autre est un prudent. Aucun des deux n'est meilleur ou supérieur à l'autre. Respecter leur caractère individuel est essentiel pour comprendre leurs interactions et ne pas leur prêter des intentions qu'ils n'ont pas. L'âge et l'état de santé jouent également un rôle absolument fondamental dans la dynamique d'un groupe de chats. Un jeune chaton plein d'énergie, qui ne pense qu'à jouer, n'aura pas du tout les mêmes interactions qu'un chat senior de 15 ans qui souffre d'arthrose et qui ne demande qu'à être tranquille. Le chaton va peut-être harceler le plus vieux pour jouer, grimper sur lui voler sa place. Ce n'est pas de la dominance, c'est juste l'insouciance de la jeunesse. Le vieux chat, en grognant ou en partant, ne se soumet pas. Il pose une limite et dit « Laisse-moi tranquille, je suis fatigué et j'ai mal ». De même, un chat qui est malade ou qui souffre en silence sera souvent plus irritable ou au contraire plus en retrait. Il peut devenir agressif pour protéger une zone douloureuse ou éviter le contact. Il est crucial, avant de conclure à un problème de comportement ou de dominance, de faire un bilan de santé complet chez le vétérinaire pour écarter toute cause médicale. Une douleur cachée est très souvent à l'origine d'un changement soudain dans les relations entre chats. Apprendre à décoder leur langage corporel est aussi une étape indispensable pour arrêter de mal interpréter. Prenons le sifflement et le grognement. Pour nous, ça sonne très agressif, très menaçant. On se dit que le chat est en train d'affirmer sa dominance, mais pour un chat, le sifflement est avant tout un comportement défensif. C'est un son qu'il produit quand il a peur et qu'il veut que la menace s'éloigne. C'est un avertissement qui dit « Ne t'approche pas plus, tu me fais peur. Je ne veux pas me battre, mais je le ferai si tu m'y obliges. » C'est le contraire d'un comportement de dominant confiant. Un chat vraiment sûr de lui n'a pas besoin de siffler. Sa simple posture suffit à dissuader. Le grognement est similaire. C'est un signal d'inconfort et un avertissement. Quand votre chat grogne parce que l'autre approche de sa gamelle, il n'est pas en train de dire « c'est moi le chef », il dit « je suis stressé à l'idée que tu me voles ma nourriture, s'il te plaît, respecte mon espace ». C'est une demande, pas un ordre. Un autre comportement fascinant et souvent mal compris est le fameux « staring contest », quand deux chats se fixent intensément dans les yeux. Dans le monde félin, un regard direct et fixe est en effet un signe de défi. C'est une façon de tester l'autre, de mesurer ses intentions. Mais là encore, il ne faut pas y voir une lutte pour le trône de chat alpha. C'est une phase de négociation silencieuse et très tendue. Chaque chat essaie de comprendre ce que l'autre veut et jusqu'où il est prêt à aller. Le premier qui détourne le regard est souvent celui qui veut éviter le conflit. Il ne perd pas, il ne se soumet pas. Il communique activement son intention pacifique. Il dit « Ok, j'ai compris, je ne cherche pas les problèmes. C'est une désescalade. Si aucun des deux ne cède, le conflit peut éclater, mais c'est souvent le dernier recours. » Observer ces échanges de regards nous en apprend beaucoup sur la tension qui peut exister entre deux chats, une tension qui est presque toujours liée à une compétition pour une ressource ou à un sentiment d'insécurité territoriale. Alors, si ce n'est ni de la dominance ni de la soumission, que se passe-t-il vraiment entre eux? Il faut imaginer que votre maison est une carte, un territoire. Sur cette carte, il y a des points d'intérêt majeurs. Les zones de nourriture, les points d'eau, les litières, les postes d'observation en hauteur, les cachettes, les zones de repos confortables.
Chaque chat veut avoir un accès sûr et prévisible à tous ces points. Leurs interactions sont une négociation permanente pour l'utilisation de ce territoire et de ses ressources. Ils utilisent un langage très subtil fait de postures, de regards, de marquages olfactifs, les phéromones qu'ils déposent en se frottant pour communiquer leurs intentions et délimiter leurs espaces personnels. Quand les ressources sont abondantes et bien réparties, les négociations se passent bien. Quand elles sont rares ou regroupées au même endroit, la compétition augmente et les tensions apparaissent. Le problème n'est donc jamais la personnalité d'un chat, mais l'organisation de l'environnement que nous, humains, leur proposons. C'est une question de géopolitique féline. Et cela nous amène à la solution magique, ou presque, l'abondance des ressources. C'est le principe de base de la gestion d'un foyer multi-chat heureux. Puisque la plupart des conflits naissent de la compétition pour des ressources limitées, la solution la plus simple et la plus efficace est de rendre ces ressources illimitées, ou du moins de donner cette impression à vos chats. Concrètement, ça veut dire quoi? Plusieurs gamelles de nourriture et plusieurs points d'eau, disposés à des endroits différents pour que les chats n'aient pas à manger côte à côte s'ils ne le veulent pas. La fameuse règle du nombre de chats plus un pour les litières, placés dans des pièces calmes et éloignées les unes des autres. Multiplier les lieux de couchage confortables et surtout en hauteur. Les chats adorent dominer leur environnement, pas les autres chats. Un arbre à chat, des étagères murales, un accès sécurisé au-dessus d'une armoire, tout cela permet à chacun de trouver son propre espace de sécurité. Plus il y aura de bons plans dans la maison, moins il y aura de raisons de se battre pour le seul et unique fauteuil. Maintenant, parlons de l'erreur à ne jamais, jamais commettre. C'est de vouloir corriger ou punir le chat que vous avez identifié comme le dominant. C'est une réaction humaine compréhensible. On veut défendre le plus faible, on veut rétablir la justice. Alors on va crier sur l'agresseur, on va l'asperger d'eau, on va l'isoler. C'est la pire chose à faire. Premièrement, comme on l'a vu, ce chat est probablement déjà très anxieux. La punition ne fera qu'augmenter son stress et son sentiment d'insécurité, ce qui va inévitablement renforcer son comportement agressif. Il va se dire « non seulement cet autre chat me stresse, mais en plus, mon humain devient menaçant et imprévisible. » Deuxièmement, le chat ne fera pas le lien entre son comportement et votre punition. Il fera le lien entre la présence de l'autre chat et le fait que des choses désagréables lui arrivent. Il va donc associer l'autre chat à quelque chose de négatif, ce qui va empirer leur relation. Vous pensez résoudre le problème, mais en réalité, vous jetez de l'huile sur le feu. On ne résout jamais un problème de comportement par la punition, seulement par la gestion de l'environnement et le renforcement positif. Quel est donc votre rôle en tant qu'humain dans tout ça? Vous n'êtes pas l'alpha, le chef de meute. Oubliez cette idée. Votre véritable rôle, bien plus noble et important, est celui de gardien des ressources. Vous êtes le gestionnaire bienveillant du territoire. Votre mission est de garantir que chaque chat a tout ce dont il a besoin pour se sentir en sécurité, détendu et épanoui. C'est vous qui vous assurez que les gamelles sont toujours pleines, que les litières sont propres, que les couchages sont nombreux et confortables. C'est vous qui organisez l'espace pour minimiser la compétition et les conflits. C'est aussi vous qui offrez des interactions positives et prévisibles, des séances de jeu qui permettent à chacun de dépenser son énergie de prédateur, des câlins, s'il le souhaite, qui renforcent le lien de confiance. En devenant cette source de sécurité et de prévisibilité, vous devenez la figure d'attachement centrale pour tous vos chats. Vous n'êtes pas un chef qui donne des ordres, vous êtes un parent qui fournit un cadre de vie apaisant et aimant. C'est infiniment plus puissant. Pour conclure cette longue plongée dans la psychologie féline, il est temps d'abandonner définitivement ce prisme de dominant/dominé. Cette vision simpliste et erronée nous empêche d'aimer nos chats pour ce qu'ils sont réellement, des individus complexes, avec des personnalités, des histoires et des émotions qui leur sont propres. Un chat n'est pas un tyran, c'est peut-être un grand anxieux qui a besoin d'être rassuré. Un autre n'est pas soumis, c'est peut-être un sage qui a compris que la paix valait mieux que n'importe quel coussin. En cessant de leur coller des étiquettes,
On s'ouvre enfin à la possibilité de les comprendre vraiment. On apprend à observer les détails subtils de leurs interactions, à décoder leur langage, à répondre à leurs besoins réels, plutôt qu'à nos projections humaines. C'est un chemin bien plus exigeant, mais tellement plus gratifiant. Aimer son chat, ce n'est pas juste le nourrir, c'est faire l'effort de comprendre le monde fascinant qui se cache derrière ses yeux. Et cet effort, ils nous le rendent au centuple chaque jour par leur simple présence. Alors, on respire un bon coup? Votre Félix n'est pas un dictateur machiavélique et votre Patapouf n'est pas une victime opprimée. Ce sont juste des chats, avec leur propre personnalité, leurs anxiétés, leurs petites habitudes et cette logique féline qui nous échappe si souvent. En arrêtant de les voir comme des dominants et des dominés, vous allez enfin comprendre la vraie dynamique de votre foyer et pouvoir agir pour que tout le monde soit plus heureux. Parce qu'au fond, malgré les poils sur les vêtements noirs et les réveils à 4 heures du matin pour un tigui-dick endiablé, on les adore, ces créatures mystérieuses et indépendantes. Et comprendre leur vraie nature, c'est la plus belle preuve d'amour qu'on puisse leur donner. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous pour ne plus jamais mal interpréter votre chat et partagez-la avec un autre parent de chat qui pense encore vivre avec un petit Napoléon à 4 pattes. Et ma dernière question pour vous, quelle est la chose la plus bizarre que vos chats font entre eux? Racontez-moi tout en commentaire, j'adore lire vos anecdotes. À très bientôt.